Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment ravie d'être présente avec vous. Alors pour moi ce sera ce matin uniquement, mais c'est un plaisir pour vous présenter, on va dire, certains éléments phares, certainement pas tout parce qu'il nous aurait fallu, je pense, toute la matinée, mais certains éléments phares du numérique en santé et comment ce numérique peut finalement transformer notre pédagogie dans les filières de santé. Alors, je voulais rappeler brièvement, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier de l'UFR Santé et de son fonctionnement. Déjà, on va dire quelques éléments phares en termes d'effectifs. À l'UFR Santé, nous avons plus de 2000 étudiants. Ce sont des effectifs qui sont en augmentation. Et si je dois scinder, parce que j'aime pas vraiment diviser, moi j'aime bien réunir les gens, mais si je dois scinder deux groupes de formation, il va d'une part y avoir vraiment les formations médicales, le parcours médical, et dans le parcours médical, j'y mets le premier cycle, 1C, le deuxième cycle, 2C, le troisième cycle, et puis bien sûr des formations qui sont en santé mais qui ne destinent pas nos étudiants à devenir médecins. C'est la licence Sciences pour la santé, même si y est accolée une licence accès santé qui peut permettre de rentrer dans les études de santé. Et puis c'est évidemment aussi notre master biologie santé. Il y a des ponts à tous les niveaux, puisque nos internes, par exemple, sont également parfois étudiants dans ce master. Donc, quand même des effectifs importants. Une grande nouveauté cette année, la mise en place du deuxième cycle des études médicales. Alors, ces études médicales, premier cycle, c'est les années 1, 2, 3. Deuxième cycle, les années 4, 5, 6. Et le troisième cycle, c'est l'internat en médecine. L'interne, c'est la première personne que vous voyez, le premier médecin que vous voyez quand vous arrivez notamment aux urgences ou quand vous êtes dans un service à l'hôpital. L'interne est également étudiant dans notre faculté. Et ces internes, ils sont nombreux, plus de 550. Donc en première année, le parcours accès spécifique santé, c'est à peu près 600 étudiants. Et donc ça fait 3 ans qu'il existe en tant que tel depuis la réforme. On est autour des 600 étudiants. En deuxième année, à peu près 175 étudiants. Troisième année, 175 étudiants. Et ce deuxième cycle qui vient d'ouvrir, pour l'instant, on l'a ouvert à 48 étudiants. Et on verra la suite. Ceci pas pour vous abrutir avec des chiffres, mais pour vous montrer quand même que, et notamment en première année, on a quand même affaire à des effectifs qui sont importants. Et là, ça nous amène tout de suite à parler, on va dire, d'un certain type de pédagogie et qui fait appel déjà à du numérique. Alors moi, quand on m'a demandé si je voulais bien intervenir ce matin, on a dit mais c'est logique, dire la santé, mais depuis très très longtemps, dire vous faites finalement du numérique et tout le monde a en tête, alors là vraiment je remonte au niveau des horloges, mais les podcasts qui existaient au temps de la PACES, la première année commune des études de santé, avant la réforme, et c'est vrai que nos étudiants avaient accès sur le site de l'université de l'UFR Santé à des cours qui étaient enregistrés, ceci pour les aider, les accompagner dans leur apprentissage. Alors cette période, on va dire, de podcast, et je tiens à remercier Astrid Maillot qui est là et qui connaît toute cette histoire, tout l'historique, et qui nous accompagne vraiment de façon intensive sur cette problématique. Elle a évolué avec la mise en place donc de la R1C, de la fameuse réforme du premier cycle, mais finalement, elle reste sur le même principe de mettre en lumière, on va dire, ce qu'on appelle, alors assez pompeusement, et on va dire on en est à simplement quelques bribes, mais de la pédagogie inversée. Et cette pédagogie inversée qui fait appel bien évidemment aux ressources numériques de l'université
pour moi, elle est indispensable, notamment aux premières années de santé, où, même si grâce à la réforme, notre programme a complètement changé, il est, on va dire, beaucoup plus axé vers la médecine, vers la santé, il s'est extrêmement professionnalisé. Mais tout de même, et vous le savez bien, on en parle souvent, on en fait même des films, la première année de santé, c'est un programme quand même qui est très dense. Donc il va falloir ces étudiants, dans le cadre vraiment, on va dire, de la réussite dès le premier cycle, les accompagner sur le plan pédagogique, ne pas les laisser seuls avec un programme extrêmement dense. Donc c'est ce que nous avions mis déjà en place donc, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant et que nous avons, on va dire, enrichi grâce de toute façon aux nouveaux moyens dont nous disposons. Et tous les étudiants en santé, quand on fait les réunions de rentrée, aussi bien pour les PASS que les LAS, savent que il va leur falloir absolument se servir des services numériques de l'université. Et je leur dis, c'est très très simple, vous faites Google, ou tout ce que vous voulez comme moteur de recherche, mais moi, à part Google, je connais absolument rien, parce que je suis nul quand même en numérique, il faut le dire. Vous faites UFR Santé de la Réunion, vous arrivez normalement sur une page comme ça, vous faites la plateforme Moodle, vous allez arriver sur, finalement, notre plateforme pédagogique où il va y avoir les différents types de formations, donc PASS-LAS, DFGSM, DFGSM c'est 2e, 3e année, DFASM, maintenant c'est notre 4e année, et l'an prochain la 5e, l'année suivante la 6e, ou le 3e cycle des études médicales. Donc vous êtes en première année, vous cliquez sur PASS-LAS, vous arrivez sur, on va dire, un déroulé avec les différents enseignements, vous vous intéressez à la santé thérapeutique, vous allez avoir le cours très très intéressant de Bérénice Roy-Doré sur la sémiologie, et en fait vous ouvrez tout ce qu'on fait pour accompagner les étudiants. C'est-à-dire, alors j'ai pas de pointeur, mais comme j'aime bien bouger, tout va bien. Dans ce cours de sémiologie, vous allez retrouver notamment une leçon. Et donc là, on est à peu près 10 jours avant qu'ils aient le cours, Astrid me confirme, 10 jours avant qu'ils n'aient le cours en vis-à-vis avec l'enseignant. Ils ont déjà la leçon. La leçon, c'est soit un document PDF, soit, moi je laisse mes PowerPoint, en PDF. Ils vont avoir toutes les ressources liées à ce cours en particulier et toutes les ressources qu'ils doivent absolument connaître et maîtriser au moment de l'examen classant, puisqu'on ne parle plus de concours actuellement. Donc ils ont la leçon. Et ils ont également des ressources qui sont intéressantes, qui sont des tests de connaissances, des tests d'application. C'est tout petit, vous ne voyez pas, mais eux, j'espère, le voient très bien. Et ces tests de connaissances, tests d'application, c'est des QCM. C'est des QCM, alors quand il s'agit de tests de connaissances assez basiques. Des tests d'application, c'est déjà des QCM un petit peu plus élaborés qui leur font appliquer ces connaissances. Ces QCM, c'est vraiment du même type que ce qu'ils vont avoir à l'examen. Donc le but est de les entraîner. Donc là, on est une semaine ou moins avant le vis-à-vis avec l'enseignant. C'est-à-dire que pour tous leurs cours, pas tout à fait tous, mais pour beaucoup de leurs cours, ils vont avoir cette séquence. J'ai la leçon qui est mise en ligne, j'ai des tests, un test de connaissance, un test d'application. Et puis, donc, ces tests de connaissance et tests d'application, ils vont donc avoir une note qui ne rentre pas dans la note globale, mais qui permet quand même de les situer, de les évaluer. Et puis, il y a également un forum en ligne qui est ouvert et qui leur permet de poser des questions. Et le but, c'est quand ils vont être en cours avec l'enseignant, en vis-à-vis, qu'ils aient déjà assimilé une partie, on va dire, de ce cours, qu'ils sachent un petit peu mieux quelles questions ils vont vouloir poser, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas bien compris. Donc le but, c'est surtout qu'ils n'arrivent pas, on va dire, de novo, avec zéro connaissance en cours. Donc tout notre enseignement, on va dire, en première année de santé, au moins pour le domaine la PASS
et ce que j'appelle la mineure santé, c'est ce qui est commun au PASS et aux licences accès santé, vont être sur ce domaine-là. Donc ça leur permet également d'avoir un travail régulier, ils sont accompagnés, ils sont encadrés, et ils pourront arriver en cours, finalement, mieux, avec des connaissances déjà plus élaborées. Alors, toujours ensuite, ça c'est ce qu'ils retrouvent sur le plan de la plateforme numérique de l'université. Après, est-ce que le numérique, ça nous sert d'une autre façon aux premières années de santé? Oui, sûrement. Alors, depuis le Covid a certainement, on va dire, amplifié le phénomène, mais de toute façon, même sans Covid, nous ne pouvions nous passer, on va dire, des cours en distanciel. Pourquoi ? Parce que nous avons des effectifs qui sont très importants. Nous avons des étudiants qui sont répartis sur plusieurs sites, donc le campus du Moufia, le campus du Tampon. Nous avons des étudiants qui maintenant, suite à la réforme, ne vont pas suivre les mêmes parcours. Certains sont en parcours accès spécifique santé, d'autres sont dans des licences, mais certains cours vont être en commun, et ces cours en commun, c'est ceux sur lesquels ils seront finalement, à la fin de l'année, classés. Et ces cours en commun, c'est ce qu'on appelle la mineure santé. C'est le plus petit commun multiple sur lequel ils vont être classés. Pour passer en deuxième année, il faudra qu'ils aient plus de 10 sur 20, mais ils seront classés sur ces résultats de la mineure santé. Donc comment on fait quand on a 1200 étudiants, qu'on doit leur faire quand même le même cours, alors qu'ils sont déjà dispatchés sur différents sites? Le même cours, le même enseignant, on va dire globalement au même moment, une seule solution, je veux dire à l'heure actuelle, soit avoir alors un énorme amphithéâtre, et cet amphithéâtre, je le mets où ? C'est toute la question, soit se servir de l'outil numérique. Alors tant pis, je mets Zoom, c'est pas nos étudiants, j'ai pris ça sur Internet, c'est pas nos étudiants en santé, mais l'idée c'est ça. Et ces cours, notamment en mineure santé, vont être réalisés, eux, tout en distanciel pour répondre à l'équation aussi de l'équité. Ils ont eu le même cours au même moment, donc avec évidemment le même professeur, et de réaliser de la même façon. Tous nos cours en première année ne sont pas réalisés en Zoom. Certains vont être réalisés en amphi. Et on essaye également, donc en particulier pour les PASS, ils peuvent être au Moufia, ils peuvent être au Tampon. Globalement, la moitié du cours, donc en vis-à-vis avec l'enseignant, est faite dans l'amphithéâtre. Et la moitié des cours est faite également en Zoom. Mais la mineure santé, le plus petit commun multiple, ce qui est classant, est forcément fait en Zoom. Et je veux dire, c'est évidemment un Zoom un peu particulier. Moi, j'ai embêté les services correspondants, puisqu'on avait plus de 1000 étudiants, donc il fallait une licence donc à plus de 1000 étudiants. Mais ça nous a permis vraiment de répondre à cette équation-là. Évidemment, pendant la période Covid, on en avait très besoin, puisque là, nos étudiants avaient déserté les amphis. Mais même là, maintenant, je veux dire, on a de toute façon continué à utiliser ce service. Alors ça, c'est pour la première année. Mais la première année, oui, ils sont nombreux, oui, on a compris le concours, etc. Après, ils arrivent, super, en deuxième année. Là, on peut se dire, bon, en deuxième année, on a des effectifs qui sont, on va dire, plus réduits. Bon, il n'y a plus de numerus clausus, mais quand même, la sélection est passée par là. Alors, jusqu'à il y a 3 ans, on prenait à peu près 110 étudiants en deuxième année. Ils étaient 1000 au départ. Maintenant, on a augmenter, on va dire, le nombre d'étudiants donc admis en deuxième année, ils sont 175. 175, ça rentre dans nos amphis, presque. Mais bon, donc ils rentrent dans nos amphis. Le problème, c'est qu'en fait, nos étudiants ont déserté ces amphis. On se disait quand même, ils ont connu le Covid, ils ont été enfermés chez eux, ils vont être contents de retourner sur le campus à la fac. Et en fait, on s'est aperçu que ces étudiants-là, tout récemment, mais comme les précédents, il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui n'avaient pas connu non plus cette période-là, ne venaient plus en études de santé à partir de la 2e, 3e année.
Et ça, c'est quelque chose, ça fait presque partie, on va dire, du paysage en santé. Oh non, je ne vais plus en cours. Et donc, sur une promotion de plus de 100 étudiants, en fait, il y en avait classiquement une dizaine qui venaient en cours et qui prenaient le cours, avec un système de Ronéo, pour les autres. Et donc, on venait, moi, par exemple, je suis au CHU, dans mon service de génétique à 8 heures, je prends la voiture pour aller faire mon cours à 10 heures donc à Terre-Sainte, on n'était pas encore dans nos locaux actuels, et j'avais 10 étudiants devant moi. Alors, il y a beaucoup quand même d'enseignants qui se décourageaient un petit peu de cette situation-là. Et puis, bon, on se disait quand même, c'est dommage. La médecine, ça s'est toujours enseigné, on va dire, en vis-à-vis. C'est une histoire de compagnonnage, la santé, et ils ne sont pas là. Donc là, on s'est dit, comment on va les faire revenir? Et c'est là, il faut peut-être réfléchir quand même aussi à la pédagogie. Alors, là, au niveau pédagogique, de toute façon, ce qu'on avait mis en place en première année, on a continué à le mettre en place pour la deuxième, troisième année, et maintenant quatrième année, on est toujours sur le même système de pédagogie inversée. Maintenant, au lieu d'aller cliquer sur PASS, ils vont cliquer sur DFGSM et les enseignements, on va dire, des professeurs sont situés ici. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, je me dis, il faut peut-être, on va dire, les entraîner de façon différente. Ils ne viendront pas, et ils nous le disaient, si le prof il est en train simplement de réciter son PowerPoint, qu'ils ont lu déjà, on va dire, 15 jours avant, ça ne les intéresse pas. Et il dit, on perd du temps à faire ça. Donc, il fallait proposer autre chose pendant nos enseignements. Alors, moi, c'est une proposition, c'est ce que je veux dire. Moi, j'ai fait, parce que j'étais quand même un petit peu découragée d'en voir 10 devant moi et 3 qui répondaient à mes questions. Donc, c'est le doyen en charge de la formation, Arnaud Wiener, qui aurait pu être là, je crois qu'il est sur Madagascar actuellement, qui m'a dit, mais regarde, il y a un outil qui est intéressant, c'est WooClap. Oh là là, j'y connais rien, mais enfin, je suis quand même allée voir WooClap, et j'arrive un tout petit peu quand même à m'en servir pour, en fait, élaborer des QCM, qui permettent, on va dire, à ces étudiants d'être avec nous, d'interagir beaucoup plus facilement. Alors, ils sont soit dans l'amphi, dans la salle, soit chez eux. Mais on leur demande, voilà, on va dire, d'intervenir et de répondre au QCM. Donc là, c'est des QCM de génétique que je vous ai mis. Ça date de l'an dernier. Alors, je n'ai pas toute la promo, Ils n'étaient pas, ça date d'il y a 2 ans, ils n'étaient pas 175, mais ils étaient 75 à répondre. C'est ici. Cet autre cours-là, ils étaient 93. Ils ne répondent pas tous, mais ils sont quand même une majorité aussi à répondre. Donc ça permet de voir, on va dire, est-ce qu'ils maîtrisent ou pas les connaissances. Ça permet quand même également de les rendre beaucoup plus actifs vis-à-vis des apprentissages. Et c'est quelque chose, vraiment, on l'a évalué en fin d'année avec les étudiants, qui est extrêmement apprécié. Donc c'est vraiment, ils vont sur wooclap.com, votre fichier, vous l'avez, donc il est enregistré avec un nom sur lequel donc, les étudiants peuvent de toute façon s'inscrire, et ils vont avoir les questions, et ils répondent. Et on voit par exemple, concernant la CGHRA, elle permet une exploration globale du génome, c'est vrai, ils m'ont dit vrai à 76%, donc il y a quand même 24% de la promo à qui il faut réexpliquer qu'est-ce que c'est la CGHRA, etc. Donc ça vous permet quand même d'évaluer comme ça en direct les différents apprentissages. Donc première année, deuxième année, le numérique, c'est quand même, ça peut être intéressant. Ensuite, le numérique, ça peut être intéressant également en termes de support. Nous, on le voit en santé, on peut garder, on va dire, les vieux modèles qui nous ont bien servi. Et par exemple, pour l'anatomie, apprendre l'anatomie en haut dans les bouquins. Sauf que nos étudiants, ils ont de plus en plus de mal. Ces bouquins, ils coûtent très cher. Ils ne sont pas facilement disponibles au niveau de la bibliothèque universitaire. Soit l'anatomie, ça s'apprenait, alors moi j'étais à Angers, ça s'apprenait en faisant de la dissection, pardon pour l'image un peu rude dès le matin. Mais bon, dissection, on y allait quelques semaines et ça ne durait pas longtemps. Maintenant, quand même,
les outils numériques nous permettent d'avoir des ressources très intéressantes pour apprendre, par exemple, l'anatomie. Il va y avoir donc des atlas que vous trouvez sur Internet, que la faculté et l'université peut acheter pour rendre disponible aux étudiants, où vraiment, vous voyez ce crâne, vous avez les différents niveaux avec la peau, les muscles, l'os en dessous, vous pouvez tourner, vous pouvez faire pivoter, mieux comprendre les différents rapports, c'est intéressant. Vous avez également la même chose sous des tables d'anatomie. On en a parlé pendant très longtemps à l'UFR Santé. Pour l'instant, on ne l'a jamais acheté. Mais il existe également maintenant des casques virtuels. C'est ce qui a été mis en place, par exemple, à l'UFR Santé de Angers, qui permettent d'appréhender l'anatomie de façon totalement différente. Et c'est clair, beaucoup moins fastidieuse et beaucoup plus interactive que, on va dire, les vieux manuels d'anatomie ou les schémas d'anatomie que nous avions à remplir. Le numérique, alors ça je le mets en santé, parce que vous avez une radio de thorax là sur l'écran, mais ça peut être le cas, je pense, dans plein de composantes. Nous, c'est extrêmement utile et on va le revoir, ça devient même obligatoire pour les évaluations. On est en train d'essayer de mettre en place dès la deuxième année. Alors la première année, c'est compliqué. Pour l'instant, on les emmène tous à la Nordev. Ils sont tous en train de composer sur des grilles donc de QCM. Mais de plus en plus, dans beaucoup de facultés, toutes les évaluations se font sur des tablettes numériques. Donc nous avons investi au niveau des tablettes numériques et c'est en train de se mettre en place. Des fois, ça va moins bien. Des fois, le réseau, il est bon. Mais, on avance et on va voir, il n'y a pas le choix. Dans 3 ans, il faudra que ça fonctionne extrêmement bien. Oui, dès qu'il y a une panne réseau, c'est assez drôle. Alors, où ça devient également... on va dire fondamental, ce virage du numérique, c'est le deuxième cycle. Donc le deuxième cycle, on s'y est jeté dedans, et puis on s'y est jeté dedans dans le cadre d'une réforme en santé. Il y avait la réforme du premier cycle, il y a évidemment la réforme du deuxième cycle. Cette réforme du deuxième cycle, elle est intéressante puisque l'objectif, c'est vraiment d'avoir des formations et des évaluations beaucoup plus professionnalisante. Et maintenant, on va dire au début de la 6e année, quand nos étudiants choisissent la spécialité qu'ils vont vouloir faire, où est-ce qu'ils vont vouloir la faire, ils vont avoir, on va dire, des évaluations de différents types. On va considérer tout leur parcours universitaire. Est-ce qu'ils ont fait de l'Erasmus? Est-ce qu'ils ont fait du bénévolat? Est-ce qu'ils sont investis comme tuteurs au niveau de leur université? C'est 10%. Ils vont avoir des épreuves dématérialisées nationales. Toutes les UFR Santé passeront les mêmes épreuves au même moment. Donc c'est là où s'il y a un bug numérique, ça va être assez drôle. C'est-à-dire là, alors nous on n'y est pas encore, ça sera dans 2 ans, mais les facultés qui vont avoir ça dans quelques mois sont un peu dans l'angoisse. Et il va y avoir ce qu'on appelle les examens cliniques objectifs et structurés, ce qu'on appelle les ECOS. Les ECOS, ça veut dire que nos étudiants, on va dire, ils sont dans un couloir, ils ont différentes pièces. Dans la première pièce, je regarde, alors je dois par exemple annoncer à une personne que... elle développe un diabète. Dans la deuxième pièce, je discute avec une famille, avec des patients simulés, comme quoi, par exemple, on a découvert un cancer chez monsieur. Dans une troisième pièce, j'ai un mannequin. Ce mannequin, je lui fais un électrocardiogramme. Donc, il faut que je sache faire un électrocardiogramme. Il me sort un tracé d'électrocardiogramme. Je dois l'interpréter. Je dois dire le diagnostic et donner des éléments de thérapeutique. Donc maintenant, nos évaluations sont comme ça. C'est quand même beaucoup plus pratique et c'est plus intéressant que des QCM. La seule chose, c'est que ça doit s'organiser. Ça demande beaucoup de personnel. Donc l'idée est comme ça. Donc comment on y répond? Donc vous voyez, très clairement, il y a eu un virage pédagogique. On est maintenant sur de l'approche par compétence. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans « je dois accumuler des connaissances », et c'est ce qui était reproché beaucoup aux études de santé, c'est du bourrage de crâne. Oui, il y a toujours beaucoup de connaissances, mais les connaissances, elles sont là pour vraiment développer des finalités qui sont beaucoup plus importantes. C'est les compétences, comment je fais avec le patient, comment je dis, comment je fais.
Donc ces compétences, qu'est-ce qui va nous aider, on va dire, à les développer, c'est très clairement la simulation. La simulation, j'ai mis là, voilà, avant c'était « t'inquiète pas, je vais t'expliquer », donc du compagnonnage, et puis maintenant c'est la simulation pour essayer de mieux savoir agir, mieux savoir être, mieux savoir faire, mieux savoir devenir. Donc cette simulation, de toute façon, on n'a pas le choix, on y rentre, et il y a même la Haute Autorité de Santé qui a établi un guide sur la simulation, il dit que ça doit faire partie maintenant de la pédagogie en santé. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est utilisation d'un matériel, un mannequin, un simulateur, de la réalité virtuelle, d'un patient standardisé pour reproduire des situations ou des environnements de soins dans le but d'enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et de répéter des processus. C'est pour un étudiant ou c'est pour une équipe de professionnels. Donc on le comprend bien, voilà, c'est faciliter l'apprentissage, c'est faciliter les gestes techniques ou c'est faciliter également tous les comportements, toutes les situations. Le but, c'est jamais la première fois sur le patient. Avant de faire un toucher vaginal, je l'aurais fait sur un mannequin. Avant de vous annoncer que vous avez un cancer, je l'aurais fait devant un de mes professeurs ou un de mes collègues. C'est jamais la première fois sur le patient. Donc ces types de simulations, ça peut être vraiment, oui, de l'entraînement aux gestes techniques sur un mannequin. Par simulation haute fidélité, c'est-à-dire qu'on va avoir des pièces qui sont par exemple installées comme un bloc opératoire, installées comme, on va dire, une consultation, je ne sais pas, de gynécologie ou de cardiologie. On pourra entraîner à des prises en charge complexes et on pourra entraîner également nos étudiants à être avec d'autres étudiants, des étudiants en médecine qui vont être avec des étudiants infirmiers. Comment je me comporte avec l'infirmier, avec l'aide-soignant et bien évidemment avec mon patient. Donc ça, c'est la réalité. Donc j'ai piqué les photos à Arnaud Wiener, où on est là dans l'amphithéâtre IFSI, donc des étudiants infirmiers qui se trouvent au CHU de Saint-Pierre, où on a là un de nos collègues, c'est le professeur Mohamed Ketab, qui est oncologue, et qui est en train de jouer, on va dire, le patient, à qui donc l'étudiant est en train d'annoncer une mauvaise nouvelle, à savoir un diagnostic de cancer, avec les collègues de la promotion qui sont là ensuite pour discuter, pour débriefer. Il y a un débriefing à chaque fois, et habituellement, on se sert du numérique parce que c'est filmé, on va pouvoir revoir la scène, revisionner, pour voir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc vous voyez également, donc tout ça c'est de la simulation sur mannequin, donc soit de façon individuelle, soit à plusieurs, comment j'intube, comment je fais un toucher vaginal, comment je me comporte au bloc opératoire, et évidemment tout est enregistré. Comment, par exemple, je réanime une personne, on peut tout à fait sur mannequin simuler un arrêt cardiaque et comment l'équipe va pouvoir réagir vis-à-vis de cette situation. Donc ça permet surtout de répéter, de mettre en place des procédures. J'ai quasiment fini. Donc l'idée, c'est d'arriver en bas du triangle. Là, moi, j'aime beaucoup ce triangle. C'est finalement, on essaye de vous apprendre quelque chose. Après 2 semaines, on a retenu, si on a simplement lu, 10% de ce qu'on lit. Entendu, 20% de ce qu'on a entendu. Vu, 30%. On va tout en bas. Quand on simule une expérience, quand on présente une expérience, quand on fait soi-même, on retient au bout de 15 jours 90%, c'est pas 100%, c'est que du 15 jours, mais 90% de ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Donc vous savez, l'entraînement par simulateur, ça se fait depuis longtemps dans d'autres choses que de la santé, par exemple tout ce qui est l'aéronautique. Le pilote d'avion, avant de piloter son avion, il s'est entraîné. Il n'y avait pas de raison que d'autres professionnels ne puissent pas bénéficier de ce type de procédure. J'aime bien Confucius qui dit « je vois et j'oublie, j'entends et je retiens, je fais et je comprends ». Je pense que j'ai quasiment... Alors, je ne pouvais pas simplement parler du numérique en santé sans dire qu'au niveau national, s'est mis en place une plateforme
à laquelle d'ailleurs on est abonné, qui nous coûte très cher, si Monsieur le Président était là, et tout, mais qui est devenu, on va dire, un incontournable, c'est l'UNES. C'est l'Université numérique en santé et en sport, donc Fabrice Vial connaît bien également. Cette plateforme, elle est devenue finalement incontournable, puisqu'on y retrouve, là je vous ai mis un peu la première page, beaucoup de choses au niveau apprentissage, et par exemple nos internes, pour lesquels je ne vous ai pas, j'ai pas discuté avec vous, mais nos internes, toute leur formation, nos internes en cardiologie, ont la même formation ici à La Réunion qu'à Nantes ou à Paris, puisque, on va dire, leur enseignement, il est sur cette plateforme. Ils sont évalués sur cette plateforme. Les examens à la fin du 2e cycle seront également coordonnés par la plateforme UNES. Donc on est dans l'université numérique. Et puis j'arrête là, je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal, je ne sais pas où on en sera dans 3-4 ans, mais de toute façon, que ça soit en distanciel ou en présentiel, je pense que tout ce qu'on espère, c'est améliorer de toute façon la formation et puis les compétences de nos jeunes médecins et puis également des professionnels qui sont déjà en place, qui doivent se former tout au long de leur vie. Et je vous remercie.